Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture, donc pour cette émission Politique à la ferme. J'ai le plaisir d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes porte-parole de François Hollande, vous êtes aussi maire adjoint de Lyon. Philippe Mangin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'ACOA, qui regroupe donc les coopératives de France. Première question, vous le savez, il y a eu une polémique autour de l'abattage rituel. Le Front National a mis en avant le fait que, effectivement, en Ile-de-France, on consommait la viande halal. Quelle est votre position sur la question ? Écoutez, moi je trouve que Madame Le Pen est assez déconnectée des réalités pour lancer des polémiques stériles comme celle-là sur la viande halal, mais que pour autant il y a un sujet sur la traçabilité de la viande. Et je comprends que les consommateurs cherchent à savoir dans quelles conditions leur viande est arrivée dans leurs assiettes. Il n'y a rien de plus naturel, tout comme on est heureux de savoir quand un produit est bio ou ne l'est pas. Donc je sais qu'en 2009, les parlementaires européens avaient lancé déjà une initiative pour permettre cette traçabilité. Et moi, j'appelle de mes voeux une telle mesure qui nous permettra à tous, consommateurs, non pas parce qu'on suivrait Madame Le Pen dans ses errements, mais tout simplement parce qu'on veut savoir ce qu'on mange, d'être mieux informés. Alors, Philippe Mangin, je vois que vous êtes venu avec le programme du Parti Socialiste. Vous avez étudié ? Oui, bien sûr. Et je me suis particulièrement arrêté sur la proposition numéro 15 parmi les 25 qui ont été élaborées et qui, j'ose le dire, fait l'éloge des coopératives. Donc ça me réjouit, je m'en réjouis. Et qui évoque la coopérative dans ses fondements, c'est-à-dire autant dans la nécessité de regrouper l'offre que de participer à une meilleure structuration des filières. Alors simplement, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas au bout du chemin, loin s'en faut, qu'il y ait des filières qui souffrent beaucoup par leur insuffisance d'organisation. Je pense notamment au secteur des fruits et légumes, à celui de la viande bovine que nous venons d'évoquer, où il y a vraiment encore beaucoup à faire pour que les agriculteurs aient envie de s'organiser davantage. Et la forme d'organisation la plus élaborée, il me semble que c'est l'entreprise coopérative. Et puis en plus qui retrouve une vraie modernité après la crise financière et économique qu'on a connue. On démontre par là que notre relation au temps n'a rien à voir avec le monde de la financiarisation qui nous a amenés là où nous sommes. Et nous voyons que ce modèle a résisté aux modes, aux tendances, et qu'il s'inscrit dans la durée et qu'il est très participatif. Un agriculteur est copropriétaire de l'entreprise, il en est fournisseur, il est soucieux de sa performance. Enfin bref, c'est un modèle de participation qui me semble tout à fait moderne et bien adapté pour essayer de mieux structurer encore l'agriculture face aux demandes des consommateurs et face aux enjeux mondiaux aussi, sur lesquels je dirais un petit mot. Au fond, c'est de l'économie sociale et solidaire, c'est ça qui est très intéressant. Je viens d'une région où les coopératives sont assez développées, vous le savez peut-être, puisque je suis de Rhône-Alpes. Rhône-Alpes d'ailleurs, dont je précise que quand même les 3/4 des terres sont des terres rurales, donc c'est vrai que nous faisons face à ce genre d'interrogation. Et à propos de la mesure 15 que vous évoquiez, vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre François Hollande repréciser il y a à peine quelques jours que nous travaillerions à ce que les agriculteurs puissent en effet se regrouper dans leurs négociations face aux distributeurs et puis aux grandes surfaces. Je crois que c'est devenu une nécessité absolue, une nécessité de marge, une nécessité de transparence sur ces marges et puis tout simplement que les activités des agriculteurs soient rémunératrices. Elles ne le sont malheureusement pas assez pour beaucoup d'entre eux. Quelle est votre position sur les OGM ? Concrètement. Parce qu'au sein du Parti Socialiste, on a certains qui sont plutôt pour, d'autres pour certains et pas d'autres, d'autres pour l'expérimentation ou pas. Quelle est clairement la position ? Non, je crois que la position du Parti Socialiste sur ce sujet est assez claire. Nous sommes opposés aux cultures d'OGM en plein air pour une raison très simple, ce sont les risques d'essaimage sur d'autres types de cultures de qualité, de bio. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'en 2008, la mesure qu'a fait passer le gouvernement ne nous convenait pas. D'ailleurs, elle ne convenait pas aux Français puisque la majorité des Français sont inquiets par rapport aux OGM et ils ont raison de l'être. Qu'on les cultive en champ clos, c'est une chose, mais en plein air avec ce risque d'essaimage me semble particulièrement problématique. Alors, quand on regarde un peu la production... Vous voulez dire J'ai envie de réagir, non pas pour contester la position du Parti Socialiste, simplement pour vous alerter sur un fait. La nécessité de développer un pôle biotechnologie et recherche en France et en Europe
au contraire de tout laisser filer chez Monsanto et je ne sais quelle multinationale, qui font d'ailleurs des recherches qui ne sont pas toujours adaptées à ce que les agriculteurs et nos concitoyens attendent. Mais en étant contre les OGM, ne laissons pas filer toute cette partie de recherche qui est quand même extrêmement intéressante. Imaginez qu'un jour on invente un blé, une culture qui capte l'azote de l'air et qui nous permet de moins recourir aux engrais chimiques. Ce serait un progrès sans doute partagé par nos concitoyens, etc. Donc je crois vraiment qu'il faut quand même essayer de s'inscrire dans cette bataille des biotechnologies et ne pas laisser nos chercheurs rejoindre la Silicon Valley ou je ne sais quel pays. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Alors là, on ne se connaît pas très bien, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est mon discours permanent, ça. Ce que je viens de dire à propos des OGM en champ, en plein air, ne vaut pas pour la recherche, en revanche, en espace clos. Et je suis pour la développer, cette recherche, absolument, les biotechnologies dans leur ensemble, parce que vous avez dit un truc très juste, c'est que trop souvent, en rejetant les OGM, les gens rejettent aussi un système Monsanto. Et il y a un amalgame entre finalement un système économique qui nous déplaît profondément et puis ce que peuvent apporter, pourquoi pas un jour, les OGM. Donc en effet, ayons nos propres chercheurs qui recherchent mais dans des conditions qui ne portent pas préjudice à d'autres types de cultures, comme je le disais tout à l'heure, oui. Donc ça veut dire pas de fauchage, en clair. Alors, Philippe Mangin, quand on regarde un peu ce qui se passe donc dans le programme agricole des socialistes, on peut avoir l'impression que c'est un peu un repli sur le consommer sain, consommer le local. Ce matin, il y avait ici donc Arnaud Montebourg qui avait un badge « Consommer sain, consommer local ». Est-ce que ça veut dire quelque part qu'il faut refuser la dimension internationale de l'agriculture, c'est-à-dire cette capacité d'exporter? Chacun vous pourrait répondre. Je ne crois pas. Consommer sain, consommer local, mais 3 fois oui, évidemment. Il faut se féliciter de cette préoccupation du consommateur, de retrouver de l'origine à son produit, de redonner du sens dans son acte de consommation, de redonner des chances à des agriculteurs, de raccourcir le lien avec le consommateur, qui a été quand même confisqué par la distribution. Enfin moi tout ça je le salue 3 fois et je m'en félicite parce que je pense même que ça va donner l'envie à des agriculteurs sur des marchés locaux de se regrouper, d'y répondre en forme coopérative. Donc ça fera renaître des coopératives tout à fait adaptées à cette émergence nouvelle d'une demande encore une fois de proximité et de produits sains. Mais quand on a dit ça, il ne faut pas pour autant oublier que l'agriculture peut participer, doit participer, moi je pense que c'est un devoir, au défi alimentaire qui est lancé à la planète tout entière. Et si d'ailleurs l'agriculture a été traitée pour la première fois dans le G20 en pleine crise économique et financière, c'est bien parce que c'est un enjeu qui est en train de préoccuper beaucoup des plus grands pays de ce monde. Alors l'agriculture française et européenne a cette chance d'être assez régulière dans ses volumes de production, à la différence d'autres continents qui subissent des variations climatiques très fortes, etc. On est plutôt donc rassurant pour des clients de l'autre côté de la Méditerranée, comme l'Égypte, l'Algérie, enfin le Maghreb, etc., qui nous disent allez-vous pouvoir nous fournir durablement? Or, quand on entend vos débats sur la politique agricole, on n'en est pas sûr, on s'inquiète un peu. Ben, on leur dit, mais si, on va pouvoir vous fournir durablement et on va essayer de construire avec vous une relation qui ne sera pas strictement commerciale. Et c'est ça aussi l'intérêt de faire intervenir des coopératives dans ce cadre, c'est qu'on peut leur vendre des céréales tout en les aidant à construire des moulins, des silos de stockage, à développer l'agriculture chez eux. Bon, vraiment on arrivera à construire quelque chose d'intéressant, ils sont demandeurs. Mais ils sont inquiets sur le projet de réforme de la PAC qui, vu de chez eux, semble mettre le paquet sur le verdissement et rien d'autre. Bon, donc je pense qu'il faut arrêter d'opposer ces débouchés locaux qu'il faut absolument renforcer et ces marchés mondiaux dans lesquels nous devons prendre notre part. Et je ne le dis pas dans une stratégie défensive de l'agriculture stupide. Je le dis parce que de l'autre côté de la Méditerranée, c'est tout près de chez nous, il y aura de toute façon une très forte population qui, même avec un gros effort de développement de leur agriculture, ne réussira pas à s'autosuffire complètement. Donc il faut privilégier un courant d'échange avec eux. Tout à fait, de la même façon que nous non plus n'arriverons pas à nous autosuffire. Voilà, donc la notion de repli sur soi, moi je la vois bien dans un programme
d'un parti politique, c'est celui du Front National. Oui, Non mais sérieusement, parce que vous avez évoqué la politique agricole commune, la proposition que fait Marine Le Pen, c'est de la transformer en politique agricole française et donc de rapatrier les aides de la France à l'Union européenne sur ce sujet, sans se rendre compte, c'est du grand n'importe quoi, sans se rendre compte que la France, les agriculteurs français sont largement bénéficiaires de cette politique agricole commune. Donc nous y perdrions largement. Et puis par ailleurs, je le redis, on ne peut pas s'autosuffire, on n'a pas toutes les productions sur notre territoire. Donc de toute façon, il faut qu'on continue à commercer avec nos voisins européens, comme même plus loin. En revanche, ce que vous disiez sur la nécessité quand même de voir au niveau du monde à instaurer un certain nombre de règles, parce que oui, c'est bien quand même de consommer sain, rend, me semble-t-il, particulièrement pertinente et opportune la proposition de François Hollande d'avoir une dimension agro-environnementale dans les aides versées aux agriculteurs, aux producteurs, qui permettront notamment aux petits producteurs français, pour le coup, de se défendre face à la concurrence parfois de grandes entreprises très intensives, y compris chez nos voisins. Je pense par exemple aux producteurs de lait en France qui sont soumis à la concurrence de nos voisins allemands qui ont, eux, des grandes entreprises. Voilà, et il y a chez nous peut-être de la qualité qu'il faut préserver, qu'il faut défendre grâce à ces mesures agro-environnementales. Troisième volet, le thème du salon, c'est l'emploi. Vous créez des emplois? Alors, comme tout le monde, on regrette cette évolution du nombre d'exploitations. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas qu'on donne l'impression que l'agriculture est en train de détruire des emplois d'année en année. Notre secteur des coopératives compte 10 000 emplois de plus depuis 2 ans. On est passé de 150 à 160 000 emplois. Bon, alors bien sûr, on reprend des entreprises qui n'ont pas de successeurs, etc. Notre périmètre évolue. Mais c'est l'INSEE qui le révélait. Il y a encore 15% de la population active qui a un lien direct avec l'agriculture ou l'agroalimentaire. C'est vraiment un secteur créateur d'emplois, en tout cas qui... Et puis, je m'autoriserai, puisqu'on parle d'emploi, à vous dire que dans les coopératives, moi je constate que l'ambiance sociale est bien meilleure que n'importe où ailleurs. Et je l'évoquais avec François Chérec récemment. Bon, il y a toujours quelques accidents ça et là, mais il y a une ambiance sociale qui est vraiment bien meilleure. Voilà, donc... Pourquoi? Parce que l'entreprise a un actionnariat stable, c'est quand même rassurant aujourd'hui pour un employé. Elle est fixée au territoire, puisque les propriétaires, ce sont les agriculteurs. Alors ça n'empêchera pas la coopérative du Sud-Ouest, leader dans tel métier, d'aller s'implanter dans d'autres pays, mais pas au détriment de ses producteurs, pour être plus conquérant dans ses marques, dans ses débouchés, etc. Donc moi je pense vraiment que nous avons là un modèle d'entreprise qui peut participer au grand défi qui est lancé à notre pays, de retrouver de la croissance et donc de l'emploi. Ben, je pense que par l'agriculture, l'agroalimentaire et le modèle coopératif, on peut faire mieux demain. C'est rare des emplois et pourtant on a l'impression que les politiques n'en ont pas bien conscience aujourd'hui que l'agriculture est un secteur d'avenir et porteur d'emplois. Si. Vous, autour de vous, est-ce que vous le ressentez ? Enfin, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que, d'ailleurs, je le dis aussi à M. Mongin, je pense que vous gagneriez à valoriser davantage vos actions coopératives, mais les emplois aussi, par exemple, c'est quand même, je veux dire, dans l'état de crise économique du pays, savoir que vous êtes passé de 150 à 160 000, c'est voilà, une information intéressante et qu'il faudrait communiquer davantage. Mais si je pense qu'on en a conscience, vous savez, on a conscience quand même que c'est l'un des rares secteurs, l'agriculture, où on est en excédent commercial. Ça doit être de 11 milliards. C'est le second poste de la balance. Voilà, donc on sait bien que c'est un secteur créatif et qu'il faudra compter en effet avec celui-là, tout comme avec la réindustrialisation du pays pour créer des emplois. Oui, non, rassurez-vous, on en a conscience, mais je pense qu'il faut en parler toujours plus et pas seulement le jour du salon de l'agriculture. Peut-être c'est un petit peu ça. Vous êtes trop modeste, je pense qu'il y a de ça. Ou le problème que les politiques ne s'intéressent pas à l'agriculture, peut-être en dehors du salon de l'agriculture aussi. Bah heureusement que ce salon est là déjà parce que c'est quand même une sacrée vitrine. C'est une première étape. Et heureusement pour autant d'agriculteurs. Ouais. Soyons clairs, on va laisser quand même un monde qui est un peu sinistré pour nos enfants. On le sait, il y a la crise, la dette, enfin tous les mots dont on parle.
C'est un problème qui est grave. Alors c'est vrai que le citoyen se dit, bon, certainement les banques, le monde financier qui en est la cause, aussi les politiques qui ont laissé faire pendant des années le creusement de la dette. Il faut certainement réinventer l'homme politique. Et je crois savoir que vous sortez un livre à ce sujet. Ah, vous êtes bien informé. On essaie de s'informer, effectivement. Donc sur la façon de réhabiliter, voire réinventer l'homme politique. Il doit changer, on est arrivé au bout du chemin. Oui, c'est vrai. Je crois vraiment que, bien sûr, qu'on traverse une crise économique et sociale grave, mais qu'il en est une autre de crise qu'on sous-estime, qui est la crise démocratique. C'est celle qui fait qu'aujourd'hui, nous on le voit, hein, nous qui sommes en pleine campagne, la plupart des Français vous disent mais qu'est-ce que vous arriverez à faire? Vous n'avez plus aucun pouvoir, que ce soit gauche, droite, face à la finance, au marché, à la mondialisation. Parce qu'il y a eu trop d'années d'impuissance politique au pouvoir, parce que parfois peut-être on a trop promis et on n'a pas assez tenu, et puis parce que aussi on a laissé le politique se dévitaliser parce qu'on ne s'est pas réinterrogé sur nos pratiques de démocratie. Je pense que les gens sont pas, indifférents à la politique. Au contraire, on est dans un pays qui est très politisé. Les Français ont envie de participer. Est-ce qu'on les fait participer suffisamment? Est-ce que les faire voter une fois tous les 5 ans, ça suffit? Est-ce qu'on leur demande suffisamment leurs avis sur des sujets aussi importants que ceux qu'on évoquait tout à l'heure, les OGM, les biotechnologies, etc. Est-ce que ce n'est pas des sujets suffisamment fondamentaux pour leur en parler plus souvent, plus régulièrement et puis les informer? Est-ce que de manière générale, le politique aujourd'hui a suffisamment conscience des enjeux de l'avenir, qu'ils soient liés par exemple à la place de la jeunesse dans la société? On a vraiment une situation qui devient de plus en plus dramatique. D'ailleurs, dans le monde de l'agriculture, on connaît ça, avec des jeunes éleveurs, avec des jeunes agriculteurs qui n'en peuvent plus, qui finissent par se suicider. On a un taux de suicide qui est invraisemblable par rapport au reste de la population. Est-ce qu'on prend tout cela suffisamment en main? Évidemment, la question écologique, mais j'imagine qu'on y viendra tout à l'heure, est abordée dans cet essai politique. Je pense que la meilleure façon de réhabiliter le politique, c'est de dire aux gens, venez, qu'on y travaille ensemble. Et surtout, le politique, au fond, c'est préparer demain. C'est pas simplement être dans l'urgence immédiate en permanence. Une dernière réaction. Il ne reste qu'une minute. Je crois que le discours politique manque aussi de contenu économique. Je crois que l'action politique vise aussi à mettre l'économie au service de l'homme. Et moi, je trouve que le discours politique est d'une pauvreté sur les aspects économiques qui finit d'ailleurs par décourager les jeunes, les étudiants qui se disent mais bon... il me semble qu'il faut remettre un peu d'économie autant qu'on puisse le faire dans le discours économique. Et un peu d'humain dans le discours économique. Et un peu d'humain dans le discours économique. Philippe Mongin, merci beaucoup. Najat Vallaud-Belkacem, merci beaucoup d'être venu au salon échanger les idées sur l'agriculture. Merci à vous. Merci.